Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Cet épisode du Craft Project a été produit avec le soutien de la Maison Ruinart. La Maison Ruinart met en lumière les savoir-faire en organisant pour ses clients dans toute la France des rencontres créatives entre un grand chef et un artisan d'art. Métiers Rares accompagne Ruinart dans cette démarche, en sourçant les artisans d'art et en racontant les histoires qui émanent de ces conversations de maîtres. Alors j'en profite pour interviewer les créateurs que nous découvrons sur cette route. La première rencontre que nous avons imaginée réunit le chef Emmanuel Renaud et Steven Leprisé, l'ébéniste entrepreneur que les plus fidèles d'entre vous ont déjà entendu dans l'épisode 1. Je suis Raphaël Métiers Rares et aujourd'hui, j'interroge Emmanuel Renaud donc. Emmanuel Renaud est un chef triplement étoilé. Il est aussi meilleur ouvrier de France. Comme un artisan d'art, il transforme la matière par son geste et sa créativité. Comme un artisan d'art, il a reçu de ses maîtres une technique qu'il réinvente et qu'il transmet. Toutes les portes de la gloire s'ouvrent à lui, mais peu de choses le font quitter son restaurant Le Flocon de sel sur les hauteurs de Megève, où il conjugue son amour de la montagne et sa passion pour la cuisine. Bonjour Emmanuel Renaud. Bonjour Raphaël. Est-ce que ça vous étonne si je vous définis comme un artisan ? Vous pourriez dire que vous êtes artisan ? Artisan, oui, tout à fait. Ouais. Dès l'instant où on transforme la matière, où on prend des produits bruts pour leur donner une autre forme, oui, c'est de l'artisanat, oui. C'est vrai qu'on a dans la cuisine plusieurs facettes, donc on fait de la création, on fait de l'artisanat. Elle a commencé comment votre vie créative ? Vous étiez comment petit ? Vous étiez créatif déjà avec vos mains ? Comme tous les gamins, j'étais dans les bois à sculpter un bout de bois pour en faire une canne ou pour en faire un arc ou de faire des couteaux. Ou ça, c'est... Ah bah si, quand même, vous faisiez des couteaux petits ? Ouais, mais petit, vous faites des couteaux en bois, vous amusez. Parce que vous avez grandi dans la montagne, à la campagne ? Non, je suis originaire de la région parisienne et j'ai vécu entre Laon et Reims. On va dire une campagne plate par rapport à mon amour à la montagne et par rapport au relief, voilà. Et la cuisine, ça a commencé tôt ? Pas vraiment. J'ai toujours aimé la cuisine. Alors, manger, oui, toujours. J'ai pas l'étiquette du cuisinier qui a cuisiné avec sa mère ou avec la grand-mère. Ouais. Oui, ça m'est arrivé, comme tout le monde, de faire un bout de pâtisserie, à donner un coup de main, mais pas vraiment cette création et cette passion de gamin. Gamin, j'étais plus passionné par le sport et la nature. Donc, aller beaucoup me promener, être proche de la nature, aller ramasser que ce soit des fruits, des racines ou autres. Donc ça a toujours été une passion qui est pas très loin de la cuisine, mais en tout cas qui était plus à voir ce qui se passe par terre, dans les bois, ramasser des champignons. Gamin, j'étais en permanence dans les bois en train de ramasser des champignons. C'était un peu ma grande passion. Et alors cette formation de cuisinier, le choix de cette formation-là, ça a été quoi le déclic ? Disons, on a maintenant un métier qui est un peu, on est sous les feux de la lampe, on a un métier qui brille, on est cuisinier, c'est un métier qui est respecté, qui est envié. Il y a 30 ans, il y a même plus de 30 ans, il y a 35 ans quand j'ai commencé la cuisine, quand vous êtes en 3e ou en 4e et que vous dites tiens, je vais faire cuisinier, c'est plus une voie de garage. Ah oui. Voilà, il y a 35 ans quand vous disiez je vais faire de la cuisine, c'était vraiment le gamin qui est bon à rien et on va le coller dans de la cuisine. Donc c'était un peu un choix par défaut ? Ouais, peut-être c'était un choix par défaut. J'aimais le métier, mais c'était presque un choix par défaut. J'ai fait un apprentissage. Ça veut dire que j'étais 3 semaines chez un employeur, 1 semaine à l'école, donc c'était assez restreint comme formation, juste pour avoir un CAP. Ouais. Et puis à mais ce alors, moment-là... du coup, à quel moment vous vous êtes rendu compte que c'était vraiment votre tasse de thé ? Je suis allé à Paris, j'ai commencé au loti et puis je pense que j'ai rencontré des personnes qui m'ont vraiment transmis quelque chose. Parce que je pense que la passion, ça se fait à travers la transmission. Et si on ne rencontre pas à un moment de notre vie une personne qui nous transmet,
ou des personnes qui peuvent aussi mal transmettre et vous dégoûter du métier. C'est Bien aussi... sûr. Après avoir été au Loti, je suis allé au Crillon. J'ai eu la chance de rencontrer les personnes qui m'ont fait une vraie transmission et une vraie passion. Alors, C'était qui? à l'époque, au Crillon, c'était Christian Constant, le chef. Ouais. C'était Yves Candeborn, un des seconds. Il y avait Éric Fréchon. Il y avait Thierry Breton. Il y avait Et tout cela? Fouché. Il y avait Jean-François Piège. Il y a eu plein de personnes qui étaient à cette époque-là des commis ou des chefs de parti ou des demi-chefs de parti. Il y avait Christophe Felder en pâtisserie, il y avait Gilles Marchal, en tout cas, il y avait une multitude de personnes passionnées, passionnantes, et il y avait une vraie émulation de transmission et de passion à travers cette... Je pense que cette cuisine-là, elle bouillonnait de... Je vais pas dire de talent parce que c'est un peu présomptueux, mais en tout cas, elle bouillonnait de personnes passionnées et envie d'avancer, de faire bien. Sous la houlette de Christian Constant, Ouais. mais avec des dizaines de chefs qui sont maintenant partout, et qui ont tous réussi parce que leur passion, elle est toujours là. On était une des très très belles maisons de Paris. Enfin, pour moi, c'était le Palace de Paris qui était avec le plus de gens passionnés. Et le fait d'avoir rencontré ces gens à cette époque-là, bah, c'est où vous claquez la porte, vous faites autre chose, ou alors vous allez dans la marmite et puis vous bouillonnez avec eux. Et c'est là où j'ai vraiment eu la chance d'avoir cette belle rencontre de tout. C'est pas une belle rencontre, c'est des belles rencontres. Je comprends. Et avec lesquelles je suis toujours en contact. On se rencontre, on va boire un verre. Dès que je suis à Paris, on se trouve. Ils viennent me voir ici. Et alors justement, c'était une transmission avec des gestes, des mots, ou c'était les regards des fers qui vous a propulsé comme ça? À l'époque, c'était... j'ai l'air d'être un vieux con quand je dis à l'époque, mais quand même, c'était des époques qui étaient différentes. Il n'y avait pas la même transmission que maintenant. Maintenant, on montre, on transmet, on peut avoir toutes les techniques n'importe comment, mais à ce moment en cuisine, c'était beaucoup plus difficile. Ouais. Il y avait des choses qui se transmettaient par le geste. Le geste, il faut l'apprendre. On peut transmettre un geste, mais après, il y a la pratique, il y a l'entraînement. C'est pas en faisant 2 fois le geste qui va être assimilé. Il y a des choses où il faut le faire des dizaines de fois, des centaines d'heures, des milliers d'heures avant de toucher la perfection. C'est des gestes qu'il faut pas perdre. Pas perdre, ça veut dire que même moi, quand je reprends mes couteaux et il y a quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps, c'est un peu comme le vélo, on sait toujours faire du vélo, Mais ça malgré rouille tout, un peu. mais c'est un peu grippé. Donc il va falloir, et ces gestes-là, ils se transmettaient ou par le regard, parce qu'il y avait des chefs qui montraient et il y avait des chefs qui montraient pas. Il y avait des chefs, si on voulait savoir comment ça se faisait, fallait regarder par-dessus leur épaule. Ouais. Fallait débrouiller un voler peu. les recettes, Ouais. fallait voler les tours de main, parce que c'est des tours de main. Il y en a beaucoup moins maintenant parce que tout est ouvert, on cache plus rien. Mais à cette époque-là, je pense qu'il y avait des choses qu'il fallait voler. Il y avait pour des pouvoir, secrets. des secrets, des petits tours de main qu'il fallait voler et qu'il fallait s'entraîner pour arriver à les maîtriser. Et il y a aussi toute une partie qui n'est pas technique dans ce que vous transmettez, vous. Je pense à vos équipes, votre pâte, cette technique invisible qui est évidemment très présente en cuisine, mais presque invisible dans l'assiette. Comment vous transmettez l'aspect très humain, en fait, de votre travail? Par le savoir-être? Est-ce que vous coachez les équipes sur leur personnalité? Comment vous transmettez cette pâte-là? Alors, je pense que si on veut raconter quelque chose dans une cuisine, enfin à travers une cuisine, à travers une assiette, oui, il y a le goût, il y a la technique, mais je pense aussi qu'il y a un vrai fil conducteur de savoir pourquoi cette recette est là. Ouais. Pourquoi elle arrive là, comment elle est arrivée ici, et à ce moment-là, pour le comprendre, il faut le vivre. Il faut le vivre, et puis c'est important de le faire vivre aux équipes par rapport au sourcing des produits. Oui. Parce que c'est vrai que nous, on est au bout de la chaîne. Les clients, ils nous félicitent, ils sont heureux, enfin on essaye qu'ils soient heureux. Mais avant tout, il y a quand même pas mal de personnes qui travaillent avec nous pour les produits. Que ce soit Racontez-nous, oui. Je sais pas, après notre sourcing, il se fait pas d'une année à l'autre. Mais alors le sourcing, ça peut être très proche avec quelqu'un qui va nous ramasser les baies, même s'il y en a autour, de ramasser le genièvre. Ou moi-même, mais des fois j'ai pas le temps, donc je fais ramasser. Je suis passionné par aller me balader et ramasser, mais quand il faut 10 heures ou 15 heures pour ramasser du genièvre, en même temps il y a le carvi, en même temps je me lève le matin à 6 heures pour aller ramasser les champignons l'été, donc je peux pas tout ramasser, je peux pas et ramasser et faire la cuisine, et donc c'est bien d'avoir des gens passionnés avec nous, Ouais. qui nous aident pour ça. On a une richesse dans notre région. On n'a pas été trop pollué en altitude avec tout ce qui est produit qu'il y a dans les vallées. Oui.
Donc on a la chance de pouvoir aller se promener et d'avoir des choses saines sous nos pieds, de pouvoir aller collecter des saveurs qu'on va pouvoir retransmettre et les insérer dans nos préparations. Donc c'est souvent votre point de départ, c'est ces produits exceptionnels que vous trouvez autour de vous? Ah mais de toute manière, notre cuisine est simple en finalité. Alors après, il y a beaucoup de techniques, mais la technique, j'aime pas la montrer. Ouais. Je trouve que la nature est belle, mais avant d'arriver où elle en est, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et je pense que dans l'assiette, j'aime bien qu'il y ait une vraie technique qui soit invisible, mais qu'elle soit dans les goûts vrais. Et souvent, les gens trouvent ça simple. Et pour moi, je trouve ça un gage de qualité, que la technique soit pas ostentatoire. Ouais. Quelque chose de beau, ça doit être simple. C'est comme une belle femme, si elle n'est pas maquillée, ou discrètement, que ce soit juste des petits traits. Et ben la cuisine, c'est pareil. Pour moi, il faut que ce soit distillé à petite dose, il faut que ce soit juste naturel, et après que les goûts s'emboîtent, et qu'il y ait un vrai fil conducteur de cuisine de montagne. Ma passion, c'est la montagne et la cuisine, donc j'ai réussi à les mélanger tous les deux, et puis on apprend tous les jours. On a eu tellement de techniques en 20 ans qui sont arrivées dans la cuisine, qu'on les insère, mais qu'on les insère discrètement, que ce soit naturel. Est-ce que vous pouvez nous décrire un de vos plats signature? Décrire un plat signature. Ouais, pour qu'on puisse se l'imaginer. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de découvrir votre cuisine ici. En ce moment, on a des cardons. Ouais. Donc ça, c'est des cardons. C'est quoi un cardon? Un cardon, c'est un légume, c'est le cardon épineux de plein palais. C'est un légume d'hiver, un légume de Noël en général. C'est un légume qu'on collecte au mois d'octobre, qui est vert dans les champs. Ouais. On le met dans du papier journal. On le met dans le noir pendant un mois et demi, pour que la chlorophylle soit absente et qu'il devienne tout blanc. Et à ce moment-là, on a un légume qui est souvent utilisé dans le Rhône-Alpes, dans le Lyonnais, dans nos vallées, pour faire des gratins. Mais le gratin, il a souvent le goût de la béchamel et du fromage qu'il y a dessus. Alors comment vous le... Et moi, je l'utilise. Je le cuis entier. Déjà, je l'épluche, j'enlève tous les picots, parce qu'il y a plein de picots. C'est un légume qui est assez ingrat à travailler. Et je le cuis entier dans un bouillon de foin. Une fois qu'il est cuit, je le presse et j'en fais une grosse tranche. Et là, je le rôtis comme si c'était un steak, comme si c'était un morceau de viande. Et là, on a vraiment le cardon. Alors, c'est vrai que je peux lui mettre un petit peu de vinaigrette, quelques feuilles, quelques petites pousses, un petit peu de truffe. Voilà, je l'agrémente. Mais voilà, je pense que c'est des légumes qu'il faut faire goûter aux gens qui viennent. Parce que c'est des légumes qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, des goûts... ça va avoir le goût de l'artichaut, du topinambour. Ça va avoir des goûts très intéressants. Après, je le fais aussi comme un risotto. C'est-à-dire que je le taille, au lieu de faire cuire du riz, je fais cuire les petits dés de cardon. Enfin, c'est des recettes du moment. Après, l'été, je travaille les champignons avec plein de façons. J'imagine, c'est votre grande passion, les champignons. Oui, voilà. Donc, mais je peux aussi travailler les champignons de Paris. Ouais. C'est pas mon côté parisien, mais on a un producteur de champignons de Paris en Savoie. Alors, je m'amuse à dire les champignons de Paris savoyards. Donc, elle nous fait des champignons de Paris, elle nous les calibre, elle nous les ramasse tous les matins pour avoir des produits justes. Parce que le champignon de Paris, c'est bien meilleur, un bon champignon de Paris, qu'un champignon qui arrive des girolles qui sont importés de je ne sais où, comme ça, enfin je dis des girolles ou autre chose, qui viennent de n'importe où, des champignons chinois, ou enfin peu importe. Bien sûr. Mais voilà, on a la chance d'avoir un producteur à nos portes, qui nous fait un produit d'exception, un produit simple mais d'exception. Et puis ça, on le marie, en ce moment, on le marie avec un jaune d'œuf fumé, avec du café et des fines lamelles de champignons. Donc c'est un joli mariage du côté café-crème, avec le gras du jaune d'œuf, avec le côté fumé. Côté fumé qui est un petit peu notre... On a une touche qui est assez fumée toute l'année, surtout l'hiver. C'est le côté montagne. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Comment la montagne vous inspire, vous? Pourquoi vous êtes un amoureux de la montagne et comment ça se sent dans votre personnalité, dans votre cuisine? Alors, je pense que déjà, c'est une cuisine qui est brute, déjà. Elle peut être délicate, mais brute. C'est un petit peu ce qui se passe dehors. Vous regardez de la montagne, vous regardez la neige, ça paraît doux, ça paraît accueillant, mais ça peut être aussi très dangereux. Ça peut être brut. Donc c'est un petit peu le relief de la cuisine, où il faut qu'il y ait des goûts. J'aime donner les premiers accents quand les gens arrivent, d'avoir on va dire, vous parliez d'un plat signature. J'aime l'hiver faire un beignet de lait fumé. Autour de l'hôtel, on a une petite cabane qui est juste là, où on fait fumer notre lait.
On prend de l'épicéa, on fait notre braise, et au lieu de faire fumer un jambon ou autre, nous on met notre lait, et on fait fumer notre lait. Une fois que notre lait est fumé, on fait une petite béchamel très liquide, et on l'insère dans un beignet. Ça veut dire qu'on a une bouchée de lait fumé. Et c'est intéressant, parce que c'est une des premières choses que les gens ont à table. Et quelque part, quand on rentre dans un chalet de montagne, la première chose quand on rentre, c'est on sent la fumée, ouais, c'est vrai. on sent le bois, on sent la cheminée. Et donc, c'est un petit peu le début du repas. Moi, je veux que mon repas, ce soit une promenade à travers la montagne, à travers l'identité montagnarde. Et c'est vrai que ça fait partie de la première chose quand on rentre dans une maison, c'est de sentir le fumer, cette odeur qui sort de la cheminée. Donc ça, c'était un petit peu... Vous parliez d'une recette... identitaire identitaire, on va dire que ça c'est... On sait qu'on est chez vous. Voilà, ça veut dire qu'il faut que ça raconte la montagne. Alors, il y a ça, il y a par exemple, on fait de la polenta qui est au foin. Donc, il y a ces goûts de polenta. La polenta, c'est aussi l'ADN de la montagne. Alors, on peut le traiter comme on le traite en ce moment, mais on peut le traiter aussi, je le traite très finement. Dire que je fais une polenta qui fait 2 mm. Je m'amuse à dire 2 mm de polenta. Parce qu'on a cette... Il vous embête ? Non, il m'embête pas. On va mettre le chien sur mode avion. Le problème, c'est qu'elle me suit, alors. C'est pas grave, il est là, il existe. Il est là. L'image de la polenta, c'est le truc lourd. Quand on parle à polenta, on s'imagine le truc bien lourd, la polenta du dimanche, le truc qui vous colle sur l'estomac toute la journée. Donc, je me suis amusé justement par rapport à cette image de la polenta, de faire 2 mm de polenta, d'en faire un plat juste aérien, et donc on cuit de la polenta, puis on en fait une tranche qui fait juste 2 mm, donc qui est juste quelque chose de très léger, mais de ce goût de polenta. Donc c'est ça le côté où on amène la technique. Ouais. On garde le goût initial et on ramène de la technique pour en faire quelque chose de juste délicat. Parce que quand on mange 7, 8, 9 plats, il faut que ce soit aussi faut que ce soit goûteux mais juste délicat. Et bien dosé. Voilà. On retrouve l'artisan ici aussi. Et d'ailleurs, dans les artisans, on en parlait un petit peu en préambule, il y a des artisans qui sont vos amis, je crois, avec lesquels vous aimez travailler. Par exemple, parlez-nous de cette personne qui fait vos couteaux. Qu'est-ce que vous aimez dans ces couteaux ? Ouais, alors c'est même pas un artisan parce qu'il fait les couteaux, mais il me les fait pour moi. Il me fait oui, que pour vous. Quand je lui commande un couteau, je l'ai des fois 1 an après. Et c'est votre couteau à vous ou les clients ici peuvent utiliser ces couteaux-là aussi ? J'en ai quelques-uns que je mets sur table dans ma cuisine. J'ai une table dans ma cuisine, donc il y a des jolis couteaux. Alors il y a des couteaux tonneaux, il y a des couteaux chamois, il y a des couteaux. En tout cas, c'est ou des bois ou des cornes qui sont aux alentours d'ici. D'accord. Il fait ses lames et puis il prend le temps de les faire. C'est de l'art, mais c'est pas du commerce. Vous disiez que quand vous serez à la retraite, si ça arrive un jour, parce que j'ai l'impression que vous faites tellement de choses, vous fabriquerez des couteaux, vous aurez une forge. Oui, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est quelque chose que j'apprécie parce qu'il y a le côté forgeron. Donc forgeron, ça nous rapporte à la flamme et c'est vrai que les cuisiniers aiment la flamme. Là, je suis en train de changer mon fourneau. J'ai gardé quand même un peu de flamme parce que il me disait on va mettre de l'induction, on va mettre plein de choses nouvelles et j'aurais dit moi j'aime bien voir ce côté flamme. Alors c'est peut-être un côté vieux jeu mais c'est aussi un élément qui est important qu'on retrouve. Donc avec cette flamme je pourrais faire des lames et puis je trouverais bien quelques morceaux de bois ou quelques morceaux de cornes d'animaux autour de nous pour en faire des jolis objets. Alors sur les accords mets-vins, comment vous fonctionnez ? Est-ce que c'est le vin qui appelle le plat ou est-ce que c'est le plat qui appelle le vin ? J'ai une approche qui est assez... qui peut être assez différente des sommeliers. Oui. Parce que moi, j'aime boire pour boire. Alors, il n'y aura pas de mélange qui ne vont pas aller complètement, mais j'aime le vin comme il est. Et c'est compliqué de faire des menus entiers avec un seul vin. Bien sûr. Et moi, quand j'ouvre une carte des vins, j'ouvre la carte des vins. Si j'ai un vin qui me plaît, je prends le vin qui me plaît et puis je mange les plats qui me plaisent. Et je vais pas dire tiens, j'ai pris tel plat, je vais prendre tel vin. Voilà, des fois j'ai des accords. Je veux me faire plaisir avec les plats et je veux me faire plaisir avec le vin.
On va dire que je suis assez simple dans mes choix de vin, parce que je bois souvent la même chose. Vous aimez le champagne ? Ah bah oui, bien sûr, j'aime le champagne. C'est, disons que je suis originaire entre Laon et Reims, donc je suis à quelques kilomètres de la Champagne. Ma mère habite dans l'Aisne, donc j'ai eu la chance de pouvoir sillonner toutes les maisons de champagne. Et c'est vrai que c'est un vin qui est assez magique. Les Champenois sont assez magiciens pour faire quelque chose de festif et à la fois vineux. C'est une des rares boissons avec une seule maison, enfin si on parle sur des maisons, qui arrivent à faire des bruts festifs, des bruts de fête, et de faire aussi des vins de repas. Des vins vineux. Donc ça, ils sont assez forts, les Champenois. Ils ont une palette qui est... Parce que le champagne, c'est la fête. On ne fait pas quelque chose sans ouvrir une bouteille de champagne. Quand on a une fête, c'est un moment assez prestigieux. C'est le champagne, pour moi, c'est la fête. Qu'on ait quoi que ce soit à arroser, que ce soit un mariage, que ce soit un anniversaire, que ce soit... ou rien du tout, entre copains, on ouvre une bouteille de champagne juste pour le plaisir. Ça, c'est le côté... c'est vraiment... les Champenois ont su faire de leur boisson un objet de fête. C'est vrai. Et qu'est-ce qui vous parle en particulier dans la maison Ruinart ? C'est une vraie belle maison, une ancienne maison. Une vieille maison de tradition. J'aime le champagne, mais j'aime aussi les hommes qui sont autour. Ça veut dire que moi, il n'y a pas que le produit, mais j'aime aussi l'environnement. Je suis un amoureux de la Chartreuse. Parce que Don Ruinart, c'est quand même un petit peu... On va dire qu'il y a des hommes derrière à la création. Il y a des moines. Oui. J'aime la Chartreuse, et c'est pareil. J'aime le produit, mais j'aime aussi les hommes qui sont autour, leur histoire. Et je trouve que c'est important J'ai eu la chance de visiter les caves de Ruinart. Les crayères magnifiques. Et c'est juste, en plus d'avoir un produit qui est exceptionnel, il y a une vraie histoire derrière. Et moi, ce que j'aime dans les produits, c'est qu'il y a une vraie histoire. Je suis pas un amoureux des produits nouveaux, qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont rien du tout. Moi, j'aime ce côté où il y a des vraies racines, pourquoi ils en sont arrivés là. Alors, je crois que vous êtes quelqu'un de comblé, vous avez énormément de projets, mais nous, on finit toujours cette émission de podcast par une proposition. Parce que moi, je suis une fée, j'ai une baguette magique. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour vous avec ma baguette magique ? Alors là... J'ai l'impression que vous n'avez vraiment pas besoin de moi. Non, on va dire s'il y avait une baguette magique, la santé pour pouvoir faire ça encore autant de temps. C'est ça. Voilà, pour pouvoir profiter et puis partager avec tout le monde. Alors non, j'ai pas besoin de baguette, j'ai pas de vœux pour demain parce que c'est... Vous accomplissez vos rêves tout seul. Un petit peu, ouais. C'est vrai. Impressionnant. Pour moi, le luxe, c'est de pouvoir se réveiller le matin et de faire ce qu'on a envie. Et puis de partager avec les gens qui sont autour de nous. Donc pour moi, c'est juste... j'ai pas besoin de baguette magique. Mais je la garde au cas où j'ai besoin, je vous appellerai. On sait jamais. On sait jamais. Merci Emmanuel Renaud. Métiers Rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers Rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers Rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram @métiers-rares. Suivez-moi sur Instagram @RaphaëlMétiers-Rares. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calvérac pour le montage minutieux et le mixage exigeant.